La question du jour. Maintenant que nous avons construit un joli marché concurrentiel qui nous amène au surplus social maximal, que va-t-il se passer si l'État arrive avec ses gros sabots pour encadrer les prix ? Prérequis indispensable pour cette vidéo, le surplus. Savez-vous ce que c'est ? Pour le consommateur, c'est la différence entre le prix qu'il était disposé à payer et le prix qu'il paye en vrai. Par exemple, je suis super fan de croissants, donc je suis prête à payer jusqu'à 5 schmilblick pour en manger un. Et là, je rentre dans une boulangerie, je vois un croissant qui coûte 1 schmilblick, je l'achète, je le mange, et du coup, j'ai fait un surplus de 4 schmilblick. Excellent. Et on a aussi le surplus du producteur. C'est la différence entre le prix auquel il était disposé à vendre et le prix auquel il vend effectivement. C'est ça. Mais donc c'est pareil que son profit. Oui, tout à fait. Le producteur est disposé à vendre à partir du moment où il fait un profit, donc son surplus, c'est son profit. Bravo. Je dis bravo aux élèves fictifs représentés dans cette vidéo comme la perfection vers laquelle il faut tendre, coiffure mise à part. You talking to me? Mais si vous qui m'écoutez, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le surplus, votre index droit va se lever tout seul et cliquer sans effort sur cette fiche qui vous expliquera tout. Rappel rapide. Sur le schéma bien connu de vous, dans le repère quantité-prix, la demande représente les quantités que les consommateurs sont prêts à acheter en fonction du prix. Sur le marché du roux-doudou, qui est concurrentiel, il y a énormément de consommateurs. Et parmi eux, Archibald. Archibald raffole de roux-doudou. Son goût immodéré pour cette confiserie s'apparente quasiment à un vice. Et en plus, Archibald est très riche. C'est la raison pour laquelle, pour ce prix complètement dément, la courbe de demande nous montre qu'il y a un roux-doudou demandé. C'est celui d'Archibald, seul fou capable de payer si cher un vulgaire coquillage en plastique rempli de sirop de sucre. Pour le prix plus raisonnable qu'on voit ici, une foule de gamins se presse pour manger des roux-doudous et voici la quantité qui sera demandée. Du côté de l'offre, il existe un confiseur extrêmement concurrentiel qui, pour ce prix ridiculement bas, est capable de produire un roux-doudou. Pour un prix plus élevé, pas mal de confiseurs sont sur le coup et voici la quantité qu'ils proposeront. Il existe un prix qui permet à la demande et à l'offre de se rencontrer, le prix d'équilibre que voici. Ainsi, tous les roux-doudous vont s'échanger à ce prix P étoile. Imaginez la satisfaction d'Archibald lorsqu'il va acheter son premier roux-doudou. Il était prêt à le payer ce prix dément et il va l'avoir au prix P étoile. Il va réaliser un très gros surplus. Et beaucoup d'autres consommateurs vont se régaler avec des roux-doudous qu'ils auront acquis pour moins cher que le prix maximal qu'ils étaient disposés à payer. Le deuxième roux-doudou échangé sur ce marché aurait pu être payé aussi cher que ça par un consommateur quasiment aussi fou qu'Archibald. Mais il va l'acquérir pour le prix modique de P étoile. Un surplus aura été réalisé sur ce deuxième roux-doudou. Pareil pour le troisième, le quatrième, etc. Jusqu'au Q étoilième roux-doudou qui va coûter au consommateur qui l'achètera exactement le prix qu'il était disposé à payer. Finalement, le surplus total pour les consommateurs est représenté par ce triangle. Et pour les producteurs, c'est pareil. Cette première unité se vend beaucoup plus cher que ce que son producteur en aurait réclamé au minimum. Il fait un surplus. C'est vrai aussi pour la deuxième unité, pour la troisième unité, pour la quatrième, etc. jusqu'à la Q étoilième unité qui s'échange au prix limite à la fois du côté du consommateur et du producteur. Le surplus total ou surplus social, qui additionne les surplus de tous, est ce bon gros triangle bien réjouissant pour les libéraux, car il est maximal. Et pour bien comprendre cette idée, on va voir ce qui se passe si on contrarie un peu le marché. Petit rappel, vous devez vous souvenir que le marché est un mode de coordination par les prix. Vous ne vous en souvenez pas? Allez voir cette vidéo. Le prix de marché, qui permet à l'offre et à la demande de se rencontrer, est ici. Supposons maintenant que l'État arrive et dise « Quoi? P étoile un roux-doudou? Non mais attendez, tout le monde s'appelle pas Archibald? Tout le monde ne peut pas se payer P étoile? Et que vont devenir les pauvres petits-enfants qui ne peuvent pas payer le roux-doudou? Je fixe un prix maximum ou prix plafond. Aucun roux-doudou ne sera vendu au-dessus du prix P-bar. » Bon, ce type de politique n'a jamais été appliqué à ma connaissance au marché du roux-doudou, mais c'est arrivé et pas qu'une fois sur le marché du logement. L'État fixe un loyer maximum L-bar ici.
Je fais une micro-parenthèse. Quand l'État fixe un prix plafond, il est bien évident qu'il va être en dessous du prix d'équilibre. Je répète, le prix plafond est en dessous du prix d'équilibre. Bah pourquoi? Le plafond, c'est en haut. Là, vous avez un prix bas de plafond, excusez. Mais oui, quand l'État fixe un prix plafond, mais c'est justement parce que le prix d'équilibre auquel conduirait le marché est jugé trop haut. Le prix plafond est donc fixé en dessous. Un prix plafond au-dessus de l'équilibre n'aurait d'ailleurs aucun effet. Si le prix de marché s'établit naturellement à 10 schmilblick, ce serait ridicule que l'État vienne dire « Attention, hein, je veux voir personne vendre au-dessus de 12 schmilblick ». Personne ne le fait de toute façon. Si l'État dit interdit de vendre au-dessus de 7 schmilblick. Là, oui, il contrarie le marché. Ok. Avec un prix plafond, on va avoir, et c'est terrible, un excès de demande. À ce prix imposé par l'État, voici le nombre de mètres carrés d'appartements qui seront demandés. Il y en a davantage qu'avant puisque ça coûte moins cher. C'est la loi de la demande. Vous avez oublié la loi de la demande? Allez regarder la vidéo correspondante. Mais à ce prix imposé par l'État, il y a surtout moins de logements proposés par les offreurs. Conséquence tragique, beaucoup de locataires prêts à payer le loyer en vigueur ne vont tout simplement pas trouver d'appartement. Attendez, mais comment ça? Vous dites qu'il y aura plus de mètres carrés demandés. Déjà, je vois pas pourquoi. Les gens veulent un appartement pour habiter, basta. Un peu plus grand, ok, mais bon, là, ça va pas chercher loin. Vous voulez dire que la demande de logement est sans doute rigide? Peut-être pas tant que ça quand le prix baisse. Les étudiants pourront vivre seuls plutôt qu'en colocation. Les amoureux de la mer y loueront un pied-à-terre. Chaque famille pourra s'offrir une buanderie, une salle de bain avec baignoire, un cabinet de curiosité. À la hausse, la demande pourrait être plus rigide, pas facile de réduire la surface pour certains. Mais on a vu des étudiants revenir chez leurs parents, des enfants négocier leur place dans les lits superposés, et des kitchenettes avec des éviers qui doivent aussi faire lavabo. Moi, je comprends que du côté de la demande, ça varie, mais du côté de l'offre, un propriétaire, il a 3 appartements par exemple. Il va forcément les louer, même si le loyer est plus bas, ça servirait à rien de les garder vides. Vous pensez que c'est l'offre qui est rigide? Peut-être. Mais si les loyers tombent vraiment bas, certains propriétaires risquent de se reconvertir dans le meublé touristique, qui n'est pas régi par les mêmes règles. D'autres vont réoccuper leurs appartements, plutôt que les proposer à la location. D'autres encore vont les revendre et placer leur argent ailleurs. Cela étant dit, cette question de sensibilité de l'offre et de la demande entre totalement en ligne de compte. Bien évidemment, si l'offre et la demande sont assez rigides, l'excès de demande sera bien moindre que si elles sont élastiques. Mais ne vous inquiétez pas, on vous concoctera une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça bien en détail. Pour le moment, vous devez retenir que si l'État fixe un prix plafond, on aura un excès de demande. La quantité réellement échangée sera celle-ci, alors que les locataires demandent cette quantité-là. C'est qu'il n'y a pas assez de bailleurs qui offrent des logements à ce prix. Et donc, seulement ce nombre de mètres carrés de logements seront loués. Allons un peu plus loin. Avec ce prix plafond, que va devenir le surplus? Penchons-nous d'abord sur le cas des locataires. Ils vont tous payer ce prix-ci, fixé par l'État. Or, il y aurait eu, pour ce loyer complètement dément jamais atteint dans l'histoire du marché du logement, une famille prête à payer 1 mètre carré à ce prix. Et cette famille aura payé le 10 mètres carrés beaucoup moins cher, au loyer L-bar. Voici le surplus réalisé par cette famille sur ce mètre carré. Beaucoup d'autres mètres carrés d'appartements auraient trouvé preneur pour d'autres loyers mirobolants et auront tous été loués à ce loyer fixé par l'État. Les locataires auront donc réalisé des surplus sur tous ces mètres carrés d'appartements jusqu'au Q-barième ici. Le surplus des consommateurs est donc représenté par ce trapèze sur le schéma. Bah pourquoi un trapèze? Je croyais que les surplus, c'était un triangle. C'était un triangle quand on laissait le marché établir le prix d'équilibre. Là, c'est un trapèze, mais parce qu'on va s'arrêter avant que tous les locataires qui sont prêts à payer le loyer L-bar soient satisfaits. Si tout le monde qui était prêt à louer pour ce montant trouvait un logement, on aurait un surplus immense jusqu'ici, et donc représenté par un triangle. Mais tous ces consommateurs-ci ne trouvent justement pas de logement, car il n'y a pas d'offre pour les servir. L'offre s'arrête ici, le surplus des consommateurs se réduit donc à ce trapèze. Ah, ok. Intéressons-nous maintenant aux offreurs. La courbe d'offres représente ce qu'ils étaient prêts à proposer comme mètre carré de logement en fonction du montant du loyer. Et finalement, les mètres carrés loués l'auront été à ce prix L-bar. Le surplus des producteurs est donc représenté par ce triangle. Ah,
Donc là, ça reste un triangle. Oui, bien sûr, parce que les offreurs ne subissent pas de rationnement. Tous les logements qu'ils proposent trouvent preneur. Et maintenant, si on compare la situation du libre marché avec celle du contrôle des prix, vous voyez que le surplus total est plus petit. On a perdu cette partie du surplus. C'est ce qu'on appelle une perte sèche. C'est parce qu'il y a des échanges mutuellement avantageux qui auraient pu avoir lieu et qu'on a empêché. Vous voyez bien que pour un loyer par mètre carré plus élevé, certains locataires en auraient bien voulu plus. Et ils auraient pu trouver des propriétaires d'accord pour leur louer. Mais non, même si les deux parties sont d'accord, l'État ne veut pas qu'ils fassent affaire. On empêche ce surplus possible de se réaliser. Mais donc, vous dites qu'au bout du compte, faut pas contrôler les loyers et laisser les propriétaires faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que sur un marché concurrentiel, la mise en place d'un prix plafond va entraîner mécaniquement un excès de demande et une perte sèche de surplus. Mais ce sacrifice peut valoir le coup. Vous avez le droit de vous préoccuper davantage de la répartition du surplus que du surplus global. Et trouver qu'il serait beaucoup plus juste que les locataires fassent un plus grand surplus et qu'on réduise celui des propriétaires. Et puis, si le marché est rigide, l'excès de demande ou la perte sèche pourrait ne pas être aussi important que ça. Donc, le sacrifice serait limité et le gain en équité important. Mais des fois, l'État fixe un prix et ça sert à rien parce qu'il y a un marché noir. Même s'il y a un marché noir, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas de pouvoir. Ceux qui contournent les règles s'exposent à des sanctions. Même si c'est un coût pour l'État de mettre en place ces sanctions. D'accord. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'implique la mise en place d'un prix plafond ou prix maximum? Mais à part les loyers, ça existe souvent. Les prix plafonds aujourd'hui en France sont assez rares. Il s'agit en général de biens de première nécessité. Le prix du pain est resté encadré jusqu'en 1986, ce qui est assez tard dans l'histoire, même si ça doit vous paraître antédiluvien. Le mot antédiluvien doit vous paraître antédiluvien. Plus récemment, l'État a encadré le prix des solutions hydroalcooliques et des masques chirurgicaux. Mais le prix plafond, c'est pour défendre les consommateurs. On défend jamais les offreurs. Si, ça peut arriver, et dans ce cas, l'État va imposer un prix plancher. Par exemple, le prix du lait a été encadré, mais je vais plutôt prendre ici l'exemple du marché du travail. Ça va sans doute vous étonner, mais sur le marché du travail, les offreurs sont les travailleurs. Ils offrent leur force de travail. Les demandeurs sont les entreprises, elles achètent des heures de travail. Si le prix du travail, donc le salaire, s'établit à un niveau jugé trop bas, l'État va imposer un salaire minimum. On le représente par une droite horizontale sur le schéma, ici. Comme le prix plafond, le prix plancher va avoir des répercussions. Tout d'abord, l'offre et la demande ne se rencontrent plus. Voici le nombre d'heures de travail qui seront offertes, alors que seul ce nombre d'heures de travail sera demandé par les entreprises qui embauchent. On a donc un excès d'offres, il y a plus de gens qui proposent leur force de travail que d'entreprises qui en demandent. Les économistes libéraux considèrent que le SMIC a pour premier effet d'augmenter le chômage. Le surplus collectif va baisser, le nouveau surplus des demandeurs des entreprises sera ici, la différence entre le salaire qu'elles étaient prêtes à payer, représenté par la courbe de demande, et le salaire effectivement payé. Du côté des offreurs, des travailleurs qui proposent leur force de travail, le surplus va être représenté par ce trapèze-ci. Il s'agit en effet de la différence entre le salaire qu'ils auraient accepté au pire, représenté par la courbe d'offre, et le salaire qu'ils auront finalement obtenu, le SMIC. On s'arrête ici, car au-delà, les travailleurs continuent de vouloir travailler, mais il n'y a plus d'entreprise pour les embaucher. Par rapport à la situation de concurrence, on a donc une redistribution du surplus vers les offreurs, mais aussi une perte sèche. Ce triangle faisait partie du surplus en situation de libre marché, et là, il n'en fait plus partie, il ne profite plus à personne. Donc, pas de salaire minimum. On laisse les entreprises embaucher des gens à 3 schmilblick de l'heure si elles veulent, ça ne gêne personne. Non, je dis simplement que si on est sur un marché concurrentiel, hypothèse importante, introduire un SMIC va mécaniquement augmenter le chômage et réduire le surplus global. Mais vous pouvez tout à fait penser que ça vaut vraiment le coup d'avoir des travailleurs mieux payés, quitte à avoir un peu plus de chômage et une perte sèche. D'autant que la perte sèche et l'excès d'offres pourraient n'être pas très importants si l'offre et la demande étaient assez rigides. Mais pour éviter ça, pourquoi on laisse pas le prix s'établir avec le marché et ensuite on redistribue le surplus avec un impôt? Taxer le marché ne va en fait pas empêcher la perte sèche, mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce que vous devez retenir, sur un marché concurrentiel, l'État peut décider de plafonner le prix pour favoriser les demandeurs, comme les locataires sur le marché du logement, ou d'imposer un prix plancher pour favoriser les offreurs, comme sur le marché du travail.
Le surplus va être redistribué en faveur de la catégorie défendue. Mais il y aura d'autres conséquences moins sympathiques. Un excès de demande en cas de prix plafond, un excès d'offre en cas de prix plancher. Et pour finir, les deux situations provoqueront une perte sèche de surplus car certains échanges mutuellement avantageux qui auraient pu avoir lieu seront empêchés.